Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons commencer le premier chapitre du module Math 4 sur les développements limités. Alors, ce premier chapitre sur le développement limité, au début ça vous paraît peut-être un peu long, un peu compliqué, parce qu'on va commencer par bien poser les choses, commencer par beaucoup de vocabulaire qui va vous paraître très technique. Je vous rassure, dès maintenant, je ne vous demanderai pas forcément de maîtriser énormément les notions du début, je vais vous les mettre pour avoir un cours qui va être complet, qui tient la route d'un point de vue mathématique. Mais l'idée pour vous, ça va être plutôt de comprendre les applications de développement limité qui vont arriver un peu plus tard. Et du coup, rassurez-vous si ce début de chapitre vous paraît un peu lourd à digérer. Par la suite, il y aura plus d'applications, plus d'applications, plus à manipuler. Et du coup, je pense que ça vous paraîtra plus clair, je l'espère en tout cas. Et c'est ça que je vous demanderai, c'est d'être capable de manipuler et de refaire ce que je vais vous faire pendant les exemples. Donc là, ce début de cours, si ça vous paraît un peu lourd, ne vous effrayez pas. Rassurez-vous, ça va aller mieux par la suite, même si ce que je dis là, ça ne va pas vous rassurer pour le coup, pour commencer. Mais voilà, je voulais quand même vous dire ça, vous mettre en garde. Et encore une fois, ne partez pas en courant avec les premières notations qui peuvent faire peur. Au final, quand on va manipuler tout ça, vous allez voir que c'est pas si méchant que ça. Donc, ceci étant dit, je commence vraiment le cours. Donc commençons par les notions de fonctions équivalentes et de petits taux. Du coup, je considère deux fonctions, f et g, définies au voisinage d'un point A, fini ou infini, c'est-à-dire je vais pouvoir définir des fonctions définies au voisinage d'un point fini ou de l'infini. C'est ça que je veux dire par là. C'est-à-dire des fonctions qui vont être définies sur l'intervalle ouvert contenant A. C'est quoi un intervalle ouvert? C'est un intervalle dont les bornes sont ouvertes, autrement dit, les bornes sont exclues, ne sont pas comprises de l'intervalle. Ça, c'est vraiment, justement, cette notion de ouvert, c'est pour avoir quelque chose qui tient bien la route, mais vous n'avez pas trop vous préoccupé avec ce genre de choses. Ceci étant dit, on dit que f et g sont équivalentes en A si la limite quand x tend vers A de f de x sur g de x est égale à 1. Alors intuitivement, dire que f de x sur g de x tend vers 1 quand x tend vers A, ça veut bien dire que f de x est proche de g de x quand x tend vers A. Donc, intuitivement, la notion d'équivalent, elle peut se comprendre avec cette formule, je pense, avec cette définition. On note alors f de x équivalent à g de x quand x tend vers A, ou de façon plus abrégée, ce qu'on va nous utiliser plus cette notation-là, f équivalent à g en A. Une remarque, si je dis que f de x est équivalent à L quand x tend vers A, bah c'est équivalent à dire que la limite de f de x vaut L quand x tend vers A. Donc quand L est une constante. Donc quand c'est une constante, c'est équivalent à dire ça. Autre remarque, si f est équivalent à g en A, ça veut dire que c'est équivalent à dire que f de x moins g de x s'écrit sous la forme g de x fois un certain epsilon, avec limite de epsilon de x égale à 0. Cette notion-là, elle va introduire ce qui arrive après, ce qui va un peu plus nous intéresser, qu'on va plus utiliser, c'est la notion de petit taux. Qu'est-ce que c'est? Si je dis que u de x, une fonction u de x est sous la forme v de x fois epsilon de x, avec la limite de cette fonction epsilon qui vaut 0 quand x tend vers a, on dit alors que u est négligeable devant v en a, et on note u égale petit taux de v en a. On dira justement à l'oral que u est un petit taux de v en a. Donc là, c'est un petit o, si vous voulez, c'est un petit plus loin o. Et avec la liaison, ça fait petit taux de v en a. On observe que si u est un petit taux de v en a, alors la limite de u de x sur v de x quand x tend vers a est égale à 0. Alors là, j'ai bien dit on note. Ce qu'on a ici, c'est une notation. Ce que je veux dire par là, c'est que, alors avant ça, pardon, j'ai une autre remarque. On a le lien suivant entre équivalent et petit taux, qui est que si f est équivalent en g en a, d'après ce qu'on a vu dans la remarque précédente, ça veut dire que f moins g est un petit taux de g. Donc, ce que je vous disais là, il s'agit d'une notation et pas d'une vraie égalité. Attention à ça, c'est une notation. Un contre-exemple pour bien voir ce que je vais vous dire par là. Je peux dire que x au cube, c'est un petit taux de x au carré en 0. Pourquoi? En prenant les choses. X au cube, je peux l'écrire sous la forme x au carré fois x. Du coup, mon x sera bien le epsilon qui est ici, qui tend vers 0. Et donc, j'ai bien x au cube, qui est un petit taux de x2. Prenons la fonction x4 en 0. x4, je peux dire que c'est x au carré fois x au carré. Et du coup, pareil, comme x au carré tend vers 0 en 0, je peux dire que x4 est un petit taux de x2 en 0. Par contre, je peux clairement pas dire que x3 est égal à x4, c'est même tout le contraire. x3 c'est différent de x4 de façon générale, alors que là j'ai l'impression que x3 et x4 sont les deux égaux à la même chose, et donc ce serait être égal. Mais non, parce que ce n'est pas une vraie égalité, c'est je pense un des rares cas en mathématiques où un égal ne veut pas vraiment dire égal, ne veut pas dire égalité. Ce égal petit taux avec ici le 0 au-dessus, ça signifie que c'est une notation. Alors ceci étant dit, très rapidement on va plus mettre les a au-dessus, parce qu'on verra plus tard qu'on va faire quasiment nous que des développements limités en 0, et du coup ça sera assez évident que c'est en 0, et du coup on ne notera pas forcément ça pour alourdir. Il faudra bien avoir en tête que quand on a un petit taux, ce qu'on calcule, il y a toujours une histoire de notation derrière.
Toujours une histoire de notation, petit O de lambda U, c'est pareil à petit O de U. Et un lambda fois petit O de U, c'est pareil qu'un petit O de U. Autrement dit, les petits O mangent, entre guillemets, les constantes. Vous avez une constante devant un petit O dans un petit O, vous pouvez retirer cette constante, elle ne sert à rien. Pourquoi? Regardons les définitions. Notion petit o, vous avez une notion de fonction qui tend vers 0. Votre constante, vous la mettez dans la fonction qui tend vers 0, et vous allez toujours avoir une fonction qui tend vers 0. C'est pour ça que les petits o ne sont pas bougés par les constantes. Notion maintenant de développement limité. On va vraiment rentrer dans le vif du sujet maintenant qu'on a introduit ce qu'il nous fallait pour pouvoir parler de développement limité. Donc je considère f une fonction, je vais considérer f une fonction définie au voisinage d'un point x0 dans R. On va dire que f a un développement limité à l'ordre n en x0. On notera dln pour développement limité à l'ordre n, parenthèse x0 pour signifier c'est en x0. Si f de x peut s'écrire sous la forme a0 plus a1 fois x moins x0 plus etc. an fois x moins x0 puissance n plus un petit o de x moins x0 puissance n. C'est quoi l'idée d'un développement limité? Ça va être d'approcher une fonction par un polynôme. Pourquoi? C'est quoi le principe? En fait, en mathématiques, les polynômes sont grosso modo les objets les plus simples qu'on puisse manipuler. Les fonctions polynômes sont ce qu'on appelle ultra régulières, on peut les dériver autant de fois qu'on veut, assez facilement, et les dérivées sont en continu, on peut vraiment réitérer ça autant de fois qu'on veut. Donc l'idée, c'est est-ce que toutes les fonctions sont des polynômes? La réponse, bien évidemment, c'est non, mais on va approcher les fonctions, on peut en tout cas, par des polynômes. Et bien sûr, comme toutes les fonctions ne sont pas des polynômes, je vais avoir à chaque fois un terme de reste. Ce petit o ici, ça va être un reste. D'accord? Donc c'est ça le principe de développement limité. Approcher des fonctions par des polynômes, et plus avoir en conscience qu'il y a bien un terme de reste quand on fait ça. Vous faites ça depuis un petit peu longtemps déjà. Si j'approche par un polynôme de degré 1, a0 plus a1 fois x0, c'est quoi? C'est approcher par une tangente. C'est une chose que vous faites déjà. Approcher une fonction par une tangente. Donc localement, quand vous dites que quand vous calculez la tangente de la courbe d'une fonction en un point, vous faites un développement limité, grosso modo, de l'ordre 1 de cette fonction en ce point. C'est ça qui est derrière. Donc c'est une généralisation des tangentes, c'est une notion de développement limité. Dans la notation qui est là, donc a0, a1n sont des constantes. Si vous voulez, ça va être les constantes de mon polynôme. Alors le polynôme qui est là, on l'appelle partie principale de f en x0, donc développement limité d'ordre n. Et le terme petit o ici, c'est appelé le reste. Du coup, c'est ce qu'on obtient comme reste quand on approche par un polynôme. Une remarque, si on retire le petit o dans l'égalité qui est ici, on obtient un équivalent de f en x0. Donc quand vous avez des développements limités, vous pouvez trouver des équivalents assez facilement. Autre remarque, si jamais je pose t égale x moins x0, alors quand x tend vers x0, t tend vers 0. De même, si je veux faire une étude dans l'infini, si je pose t égale 1 sur x, l'étude de f en plus ou moins l'infini, je vais pouvoir avoir quand x tend vers plus ou moins l'infini, t tend vers 0. Grâce aux deux remarques ici, ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va se concentrer sur les développements limités uniquement en 0, en sachant que grâce à ce genre de petites manipulations, on pourra s'en sortir, dans certains cas, en d'autres points, en connaissant uniquement nos développements limités en 0. Donc du coup, proposition, ce qui va nous intéresser, c'est maintenant ce qui se passe par la suite en 0. Si j'ai une fonction qui a un développement limité d'ordre n en 0, alors il y a une ici de ce développement limité, vous n'avez qu'un seul développement limité possible. Et si p est plus petit que n, alors f a un développement limité d'ordre p en 0, il suffit de prendre les termes de degré inférieur à p dans le développement limité d'ordre n, pour avoir la partie principale du développement à l'ordre p. C'est quoi le principe ici? Vous voyez un développement limité, vous pouvez voir ça, faire une analogie avec, vous calculez un nombre à la calculatrice, vous avez un nombre qui a une infinité de chiffres après la virgule, vous allez prendre un arrondi. Si vous arrondissez à 10 chiffres après la virgule, grâce à cet arrondi à 10 chiffres après la virgule, vous pouvez avoir un arrondi si vous souhaitez à 5 chiffres après la virgule. Pour ça, il suffit de prendre les 5 premiers et regarder ce qui se passe dans le sixième éventuellement pour arrondir comme il se doit. C'est pareil pour un développement limité. Si vous avez un développement limité à l'ordre 10 et que vous voulez juste l'ordre 5, il suffit de prendre les 5 premiers termes, les termes de degré inférieur ou égal à 5 de votre développement limité, et plus votre petit o de x5, plus votre reste. Donc c'est ça le principe. Si vous faites cette analogie pour comprendre votre développement limité et arrondi d'un nombre quand vous faites un calcul de la calculatrice, vous comprendrez beaucoup de choses sur les développements limités. Vous comprendrez bien ces notions, je pense. Donc ayez bien cette similitude entre les deux, ça vous permettra de bien comprendre à mon avis. Autre remarque qui peut être importante dans cette proposition, si ma fonction f, la fonction f et la partie principale ont même parité, c'est-à-dire si ma partie principale est paire, c'est équivalent à dire que f est paire, et réciproquement, quand j'ai une fonction impaire, sa partie principale est forcément impaire. Autrement dit, une fonction paire, quand je vais faire son développement limité, il n'y aura que des puissances paires. Une fonction impaire, quand je vais faire son développement limité, il n'y aura que des puissances impaires. Ce genre de choses peut être utile en pratique pour vérifier ces calculs ou pour retenir certaines formules qui vont être utiles par la suite. Comment faire pour trouver les développements limités usuels en 0? Maintenant, on va se concentrer que en 0.
Alors pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle une formule de Taylor. Alors il faut avoir en tête qu'il existe plusieurs formules de Taylor. La différence entre chacune, ça va venir de la nature du reste dans la formule que je vais utiliser dans ma formule de Taylor. Les formules de Taylor vont être une généralisation du théorème des accroissements finis que nous avons rapidement vu au semestre 1. On n'a pas beaucoup insisté là-dessus, mais on en a un petit peu parlé au semestre 1. Donc la formule qu'on va utiliser ici, je dis il y en a plusieurs des formules de Taylor, on va utiliser la formule de Taylor-Young en 0 ici. Quelle est cette formule de Taylor-Young? Et vous dites que si j'ai une fonction f qui est n fois dérivable en 0, alors cette fonction a de développement limité d'ordre n en 0, donnée par la formule suivante, qui est que ma fonction f de x vaut f0 plus f' de 0 fois x plus f seconde de 0 fois x au carré sur factoriel 2, plus etc. F dérivée n en 0 fois x puissance n sur factoriel n, plus xn fois epsilon x, ou ça c'est une façon d'écrire petit o de x puissance n. Je vous rappelle la notion de factoriel. Factoriel n, c'est n fois n-1 fois n-2 fois etc. fois 3 fois 2 fois 1. Si on prend un exemple, factoriel 5, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Corollaire, grâce à cette formule qui est ici, on va pouvoir calculer les développements limités en 0 usuels suivants. Premier développement limité usuel, celui de l'exponentielle x. Si je prends la formule précédente qui fait apparaître les dérivées successives, exponentielle x, sa dérivée, c'est lui-même. Donc quand je le dérive autant de fois que je veux, je vais retomber sur lui-même. Et quand je vais calculer exponentielle x en 0, ça me donnait 1. Du coup, si je prends la formule précédente, et je remplace tous les f0, f'0, f seconde 0 par 1, bah, j'obtiens directement la formule qui est ici, qui vous donne le développement limité de l'exponentielle x. Si vous voulez le retenir, il est facile, on garde tous les termes, et à chaque fois, c'est de la forme x puissance k sur factoriel k. Donc x puissance 2 factoriel en dessous, x puissance 3 factoriel en dessous, x puissance n factoriel n en dessous. Et ça marche pour tous les termes. Là, vous aurez x puissance 1 sur factoriel 1 qui vaut 1. Là, vous aurez x puissance 0 qui fait 1 sur factoriel 0 qui fait 1 par convention, ça fait bien 1 aussi. Une fois qu'on a l'exponentielle, regardons le cosinus x. Le cosinus x est dans une fonction paire, il va nous rester que les puissances paires ici. Et comment on obtient ça? Bah, c'est grâce aux dérivées successives. Dérivée du cos, ça va donner moins sin. Vous dérivez moins sin, vous trouvez moins cos. Vous dérivez moins cos, vous trouvez sin. Vous dérivez sin, vous revenez sur cos. En sachant que le cosinus en 0, il vaut 1 et que le sinus en 0, il vaut 0, ça vous donne la formule qui est ici, avec des moins qui apparaissent, parce que justement, quand vous dérivez cos, vous avez un moins sinus qui apparaît. Comment retenir cette formule? Si vous avez bien retenu l'exponentielle, c'est grosso modo la même, sauf qu'on garde que les puissances paires et qu'on a une alternance plus, moins, plus, moins, plus, moins. Le sinus, ça va être grosso modo pareil, sauf que comme le sinus est impair, on garde que les puissances impaires, dans le développement limité d'exponentielle, et on a une alternance encore plus, moins, plus, moins, plus, moins, pour les mêmes raisons que pour le cosinus. Autre formule, et grâce à ces 4 formules, on pourra retrouver quasiment toutes les autres formules usuelles si on le souhaite. 1 plus x à la puissance alpha, ça donne ici 1 plus alpha x plus alpha alpha moins 1 sur factoriel de x au carré plus la suite. Comment on trouve ça? C'est quand vous allez dériver ça, vous allez avoir un alpha qui va sortir. Quand vous le dérivez une seconde fois, vous allez avoir alpha alpha moins 1, et etc. D'où la formule qui est ici. Si vous connaissez bien ces 4 formules, vous pouvez retrouver tout le reste. Notamment, à l'aide de cette formule qui est ici, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'elle est valable pour n'importe quel alpha réel. Du coup, si je prends alpha égale moins 1 ou 1 demi ou moins 1 demi, j'obtiens le développement limité de 1 sur 1 plus x, ou de racine de 1 plus x, ou de 1 sur racine de 1 plus x par exemple. Vous n'avez pas forcément besoin de connaître ces formules, c'est bien de la retrouver grâce à la précédente, avec une petite nuance peut-être. Si vous voulez faire des poursuites d'études en école d'ingénieur, il est bien de connaître quand même ces formules par cœur, parce que ça vous fera gagner du temps, notamment si vous avez des concours d'admission à ces écoles d'ingénieurs. Donc c'est quand même bien de les connaître aussi celles-ci. Les précédentes, bien sûr, qui étaient en rouge, il faut les connaître pour tous, vous devez tous les connaître. On va voir maintenant quelques opérations sur les développements limités qui vont nous permettre de faire enfin des premiers exemples. Alors, je considère deux fonctions f et g qui ont des développements limités d'ordre n, de parties principales pn pour f et qn pour g. Alors, si je veux faire le développement limité de la somme, je suis de faire la somme des parties principales à l'ordre n. Pour faire le produit, je fais le produit des parties principales et je garde que les termes de degré inférieur ou égal à n. Pour faire la composée de développement limité, je vais faire la composée de Pn avec Qn, et pareil, je vais garder que les termes de degré inférieur ou égal à n. Le mieux pour comprendre cette proposition, c'est de voir des exemples, et du coup, on va faire des exemples quasiment tout de suite. Juste, je vous donne pour être un peu complet, mais vous n'avez pas besoin de connaître ces formules, cosinus hyperbolique de x et sinus hyperbolique de x, grâce à la propriété précédente, notamment la somme, on obtient ici ces formules. Juste, si vous voulez observer, cos hyperbolique c'est comme cos avec que des plus, sinus hyperbolique c'est comme sin avec que des plus aussi. On va retrouver les formules. Ceci étant dit, faisons des exemples. Dans cet exemple 1 et cet exemple 2 que je vais faire dans une même vidéo qui s'appelle exemple 1-2, on va voir comment faire développement limité d'une somme et d'un produit.
Et à la fin de cette vidéo, je vais aussi vous expliquer un peu plus la notion de petit taux, qui va vous paraître très abstraite, donc je sais que vous allez la faire sentir un peu plus, vous avez un peu plus de feeling sur la notion de petit taux. Donc regardez bien cette vidéo aussi pour comprendre ce que c'est qu'un petit taux. Exemple 3, on va voir comment faire pour avoir le développement limité d'une composée ici. Exemple 5, on va voir ici comment faire, exemple 4, pardon. Exemple 4, on va voir ici comment faire pour avoir un développement limité d'un quotient, parce que tangente x, je vous laisse réfléchir, c'est un quotient. Deux petites propositions avant de faire un dernier exemple et pour illustrer ces propositions et de pouvoir commencer des choses un peu plus d'application. La première, si je prends une fonction f qui est dérivable au voisinage de 0, et si f' admet un développement limité à l'ordre n en 0, alors f admet un développement limité à l'ordre n plus 1 en 0, que je peux obtenir en intégrant celui de f'. Plus précisément, j'ai si f' qui admet ce développement limité. Pour avoir f, je vais faire une primitive, oublions le f0 dans un premier temps, primitive de a0, c'est a0 fois x, primitive de a1x, c'est a1x2 sur 2, plus etc. Primitive de a1xn, c'est a1x puissance n plus 1 sur n plus 1. Et j'augmente l'ordre ici, du coup j'ai un petit taux de x puissance n plus 1 ici. f0 ici, je vous rappelle, quand vous calculez une primitive, les primitives, vous en avez une infinité, c'est à une constante près. Bon, pour avoir celle qui va me donner le développement limité, la constante que je vais prendre, c'est la valeur de f en 0. Donc ici, le f0 qui est ici. Grâce à cette proposition, on peut facilement retrouver le développement limité du ln de 1 plus x, puisque je sais que quand je dérive ln de 1 plus x, j'obtiens 1 sur 1 plus x. Du coup, en partant de 1 sur 1 plus x, en prenant la primitive, j'obtiens ce que j'ai ici. Je vous l'ai mis en rouge, c'est bien de la connaître par cœur, je pense. On peut la retrouver facilement, mais néanmoins, c'est bien de la connaître par cœur, cette formule qui est ici. Autre proposition, si j'ai une fonction qui admet un développement limité à l'ordre n, et si je suppose que sa dérivée admet un développement limité à l'ordre n-1, alors le développement limité à l'ordre de f' est obtenu en dérivant celui de f. Attention, le point 2 qui est ici, le et si f' admet un développement limité à l'ordre n-1 est très important. Exemple 5 et 6 dans une même vidéo. L'exemple 5, on va mettre ici en application cette proposition qui est là. Et l'exemple 6, on va construire un contre-exemple pour voir que ce et ici est très important. Je vous rassure tout de suite, cet exemple 6 c'est un peu technique, je ne vous demande pas de le maîtriser. Le mieux pour être complet, mais on rentre un peu dans des maths un peu plus pures et dures. C'est pas ça qui vous est demandé au niveau de DUT. Donc vous n'avez pas besoin d'aller aussi loin pour comprendre cet exemple pour le niveau DUT. Je vous l'ai quand même mis pour être un peu complet. Voilà qui termine cette première partie de cours. Et nous poursuivrons une prochaine fois avec des applications de développement limité.